Bonjour à tous, pardon pour ce léger retard, mais on a eu un petit incident technique en ayant dû changer de matériel, ce qui explique ce décalage et cette installation un peu rapide. J'espère que le son est de qualité et que vous arriverez à m'entendre. Vous pardonnerez aussi ma voix et donc j'ai un petit verre d'eau qui me permet de me rafraîchir un petit peu. Je voudrais d'abord répondre aux questions pour lesquelles on n'a pas répondu la dernière fois, faute de temps. La première, c'était Sophie L. Monsieur le Président, ma mère a près de 80 ans et souhaite rester à son domicile. Son logement n'est plus totalement adapté. Pouvez-vous nous aider? La réponse est oui. D'abord, il existe un dispositif de diagnostic permettant d'avoir un ergothérapeute qui se rend au domicile de la personne âgée pour diagnostiquer le niveau d'intervention nécessaire et l'aménagement d'une salle de bain, un monte-escalier, une rampe qu'il faut installer. Et puis, nous avons un deuxième dispositif qui est un dispositif personnes qui sont au-dessous d'un certain plafond. C'est l'ANA, hein, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, qui intervient. Mais ces plafonds sont relativement bas, puisque quand on est au-dessus de 1 000 € de retraite par mois, on n'y a pas le droit. Alors, il y a malheureusement beaucoup de personnes qui ont des retraites inférieures à 1 000 €, donc qui sont couvertes par l'ANA, mais pour toutes celles qui sont au-dessus, l'ANA n'intervient pas. Et donc, nous avons décidé, il y a 3 ans déjà, dans le cadre de notre plan Maille Aîné, d'intervenir financièrement, comme le fait l'ANA, au même niveau, et nous intervenons jusqu'à un plafond qui correspond à la moitié du plafond de l'ANA. Donc, grosso modo, quand vous êtes entre 1 000 et 1 500 € de retraite, qui correspond à une très grande majorité des retraites, nous intervenons, mais nous n'intervenons pas au-dessus de ce plafond de 1 500 €, notre aide étant donc ciblée vers les personnes qui en ont le plus besoin. Quand on est en couple, c'est donc jusqu'à 3 000 € de retraite que l'on peut être amené à intervenir. Et tous les mois, à la commission permanente du conseil départemental qui prend les décisions les plus rapides, eh bien, nous avons une dizaine de dossiers qui passent ainsi. Et on a déjà aidé plus d'une centaine de ménages en Mayenne à adapter leur logement afin qu'ils puissent continuer à rester à domicile. On sait bien que c'est une vraie rupture quand malheureusement il faut quitter le domicile et aller soit dans un établissement pour personnes âgées qui n'ont pas encore totalement perdu l'autonomie, ou lorsqu'il faut aller dans un EHPAD, où là on est dans une perte d'autonomie importante. Voilà, donc j'espère que votre maman pourra bénéficier, qu'elle n'hésite pas en tout cas, si elle souhaite des renseignements, en tout cas si vous le souhaitez, soit aller voir sur le site internet du conseil départemental, soit aller dans une agence du conseil départemental, une agence solidarité du conseil départemental, ou de vous adresser à vos partenaires habituels qui sauront vous aiguiller. Voilà, la deuxième question, elle vient de Franck. Pourquoi toutes les routes ne sont pas à 90 km/h? Alors Franck a raison, il fut un temps où toutes les routes étaient à 90 km/h. Mais vous le savez, le gouvernement, il y a déjà quelques années, avait décidé de les passer toutes à 80 km/h. Certains départements, lorsque la liberté leur a été donnée quelques mois après, ont décidé de remettre toutes les routes à 90 km/h. Assez peu de départements. Et peut-être quelquefois, ils l'ont fait, allez, j'allais dire plus sur le plan politique, peut-être en réaction à une décision qui avait été perçue comme une décision sans doute parisienne et vue de Paris. C'est pas le choix que nous avons fait, c'est pas le choix qu'ont fait beaucoup de conseils départementaux. D'abord, beaucoup de conseils départementaux se sont dit, eh bien, si la loi a décidé 80 km/h, on reste à 80 km/h. À peu près une moitié de département, donc quand même un très grand nombre de routes départementales. Le choix qu'a fait la Mayenne, comme l'a fait la Sarthe, comme l'a fait l'Orne, comme l'a fait le Maine-et-Loire, si je prends des territoires voisins, a fait le choix de le faire partiellement en tenant compte essentiellement à la fois des zones accidentogènes et puis de la configuration des routes. Lorsque la route était étroite et où techniquement on considérait qu'il pouvait y avoir des risques, eh bien on a souhaité rester à 80 km/h. Mais en revanche, lorsque les routes remplissaient des conditions de sécurité qui nous paraissaient suffisantes,
eh bien, nous avons fait le choix de proposer à la commission départementale de les repasser à 90 km/h. Et nous avons eu un avis favorable de cette commission qui est sous l'autorité de monsieur le préfet et qui intervient, à laquelle siègent les représentants de la prévention routière, enfin, un très grand nombre de professionnels. Et donc, cette opération s'est mise en œuvre et nous avons 230 km seulement, c'est pas beaucoup, hein, sur les un peu plus de 3000 km que nous avons de routes départementales qui ont été mises à 90 km/h. Les seules routes qui ne pouvaient pas passer à 90 km/h et que nous aurions aimé passer, c'était celles qui appartenaient à l'État, et donc les routes nationales. Ça concerne l'axe entre Mayenne et le sud du département, en passant par Laval et par Angers. C'est une nationale aujourd'hui, et donc elle reste à 80 km/h. Et puis c'est le cas de la nationale 12, qui traverse dans le nord du département d'est en ouest notre beau département. La bonne nouvelle, si j'ose dire, c'est qu'une loi récente a prévu de pouvoir confier aux départements ces routes nationales, pour les départements volontaires. Eh bien, le département de la Mayenne est volontaire pour récupérer ces routes nationales, notamment pour passer à terme en 2 fois 2 voies l'axe entre Laval, Château-Gontier et le Maine-et-Loire, et puis pour finir l'axe entre Laval et Mayenne, où il reste la partie de Martigné qui n'est pas complète aujourd'hui. Donc nous allons récupérer auprès de l'État ces routes nationales. Les travaux vont mettre, vous l'imaginez, de nombreuses années à se réaliser. C'est des enveloppes budgétaires extrêmement importantes. Mais en revanche, ce que l'on pourra faire sans doute très vite, c'est instaurer sur ces routes devenues départementales la vitesse à 90 km/h parce qu'elles sont structurellement larges, pas très accidentogènes et qu'elles correspondent aux critères que l'on avait fixés. Voilà, donc dans quelques mois, il y aura sans doute quelques centaines de kilomètres supplémentaires de voies à 90 km/h. La troisième question a été posée par Huguette. Vous lancez des états généraux de la santé, c'est bien, mais en attendant, mon médecin est parti à la retraite, que dois-je faire? Huguette, elle a raison. Elle a raison d'évoquer sa situation, parce qu'elle fait partie des 10% de Mayennais qui n'ont pas de médecin traitant, ce qui n'est pas acceptable. Et c'est la raison pour laquelle on a souhaité mettre en œuvre ces états généraux de la santé qui sont terminés maintenant. Cette question a été posée au moment où on le lançait. Sont terminés, se sont déroulés pendant 1 mois, où il y a eu de nombreux Mayennais qui se sont exprimés, à la fois sur le site internet, où il y a eu près de plus de 500 contributions, très construites, et elles sont accessibles aujourd'hui, elles sont sur le site du conseil départemental. Et puis il y a eu 9 réunions publiques, une par intercommunalité, pour être au plus près des attentes du territoire, 3 séminaires avec des professionnels qui ont été organisés. La conclusion, c'est un livre blanc, comme nous nous y étions engagés, qui a été présenté le 23 mars, vous voyez, très peu de jours, qui est aussi accessible en ligne au conseil, sur le site du conseil départemental, qui a défini 25 actions pour lesquelles nous pouvons nous organiser nous-mêmes, sans avoir besoin de l'État ou d'une modification législative ou réglementaire. Et sur ces 25 actions, nous avons défini en accord avec l'ensemble des acteurs 10 priorités. Ces 10 priorités vont faire l'objet d'un travail prioritaire, partenarial avec les différents acteurs concernés. C'est par exemple pour les internes qui sont à l'hôpital de Laval d'avoir des logements adaptés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et puis d'avoir une liaison facilitée entre la gare, puisqu'ils arrivent d'Angers, la gare et l'hôpital. C'est par exemple travailler sur des protocoles permettant à des infirmiers, sans qu'ils soient nécessairement des infirmiers qu'on appelle de pratique avancée, mais des infirmiers comme on en a tous autour de nous, qui puissent en proximité avec des médecins effectuer un certain nombre de tâches, ce qui permet de libérer du temps médical et donc pour un médecin de prendre un peu plus de patients en charge. Voilà, je ne vais pas faire l'énumération ici. La question des dentistes a aussi été évoquée. Et les dentistes, c'est une préoccupation nouvelle qui est apparue depuis quelques années. On a un nombre de dentistes insuffisant. Et donc là, il nous faut travailler avec les internes, avec la fac dentaire de Nantes, mais aussi de Rennes. Cette fois-ci, elle n'est pas à Angers, pour accueillir plus de stagiaires et travailler avec
l'ordre des chirurgiens dentistes qui est tout à fait disposé à travailler avec nous. Et le conseil départemental, en pilotant ces états généraux de la santé, voilà, s'engage fortement. Nous avions déjà mis quasiment augmenté de 50% notre budget en 2022 pour accompagner différentes actions. Et je pense qu'à la session du mois de juin, nous aurons sans doute aussi des nouvelles opérations à présenter et à voter, j'espère, avec le plus grand nombre de conseillers départementaux. Frédéric, bonjour. Tous les jours, je passe devant l'aéroport de Laval et je me demande bien à quoi il sert. Pouvez-vous m'éclairer? Alors, c'est vrai que quand on passe devant l'aéroport, on ne voit pas un avion très souvent. Il y a 22 000 passagers par an, mais ce ne sont pas des vols commerciaux. Si vous voulez prendre l'avion pour aller en Angleterre ou pour aller dans le sud de la France ou à Bruxelles, eh bien, il n'y a pas de vols commerciaux. Air France ou des compagnies privées, des compagnies low cost, n'organisent pas de vols à partir de Laval. Et donc, il n'y a pas une taille suffisante sur le plan du marché pour qu'il y ait des vols ouverts aux particuliers. Et donc, les seuls vols qui existent, ce sont des vols d'entreprise qui utilisent l'avion pour leurs besoins professionnels. Et c'est ainsi 22 000 passagers qui utilisent l'aéroport et qui le trouvent très utile. Il y avait, il y a quelques jours, vous l'avez peut-être aperçu, le lancement d'une compagnie privée qui s'appelle Air Mayenne, pour lequel le conseil départemental n'a fait qu'autoriser le nom Mayenne, mais nous n'avons, je le dis parce que je l'ai aperçu sur des réseaux sociaux, on n'a pas mis un centime, hein, c'est une opération purement privée, mais qui peut permettre à des gens qui le souhaitent de louer à l'heure un avion pour faire un déplacement. Et à cette occasion, nous avons eu des chefs d'entreprise qui ont témoigné que sans l'aéroport, ils n'auraient pas réussi à développer leur entreprise comme ils l'ont développée. Des chefs d'entreprise qui indiquent très clairement qu'ils ont pu conclure des contrats parce qu'ils ont pu se déplacer très vite dans un autre pays européen. Nous avons la chance en Mayenne d'avoir des entreprises diversifiées qui ont quelquefois des usines en dehors de la France et pour lesquelles en une journée l'aller-retour est possible alors qu'il faudrait 2 jours. Et en termes de coûts, quelquefois, on s'y retrouve. C'est en tout cas ce que nous disent les chefs d'entreprise. En tout cas, personne d'entre nous ici au conseil départemental n'utilise l'avion, mais peut-être qu'un jour nous pourrions être amenés à l'utiliser. Mais en tout cas, voilà, il est utile. Et sur le plan financier, nous avons fait le choix avec Laval Agglomération d'être partenaire de cette opération, du maintien de l'aéroport à Laval, à parité, 50-50. Et c'est une élue de Laval Agglomération qui préside le syndicat mixte qui gère cet aéroport. Voilà la réponse à Frédéric. J'indique aussi qu'il sert aussi aux parachutistes hein, et au vol à voile, où il y a également, bien sûr, quelques éléments. J'ai une autre question qui m'arrive, mais je vais peut-être finir les anciennes, quand même, par respect pour ceux qui l'ont posé avant. Théo, bonjour Monsieur Richefou, j'aime bien faire du vélo, mais je trouve que par chez moi, dans le sud du département, ça manque de pistes cyclables et c'est parfois dangereux de rouler. Théo a raison, c'est quelquefois dangereux de faire du vélo, notamment quand on n'est pas sur des pistes sécurisées. Et ces pistes sécurisées, on en trouve très peu en France. Moi qui vais quelquefois dans les Pays-Bas, à Amsterdam et dans la région, autant vous dire que c'est le jour et la nuit. Et on voit bien qu'en France, cette culture n'existe pas. Les villes tentent de le faire, mais c'est pas simple parce qu'il y a du bâti, des bâtiments qui existent, il faut trouver l'espace nécessaire. Et donc aujourd'hui, dans le cadre d'un plan mobilité que le conseil départemental a voté, nous avons fait le choix volontariste d'aller beaucoup plus loin sur la notion de piste cyclable. Pas simplement un coup de peinture au sol, comme on le voit quelquefois. Moi qui ai eu des enfants à Laval, et dans la région de Laval, je ne suis pas sûr que je les aurais toujours laissés faire du vélo quand leur seule protection, c'est un bout de peinture au sol. Ce qui sécurise les parents et ce qui sécurise ceux qui pratiquent le vélo, c'est quand ils sont un peu plus protégés. Je prends l'exemple entre Laval et Changé, commune que je connais bien, où il y a une piste qui est protégée par une barrière. Bien, le choix que nous avons fait, c'est de prendre en charge, nous, conseil départemental,
des pistes cyclables séparées de la chaussée, pour des raisons de protection, comme je l'évoquais tout à l'heure, le long des routes départementales, lorsque l'analyse permet d'objectiver le fait que ça peut remplacer des voitures. Et que des gens qui feraient des trajets quasi quotidiens en voiture pourraient les remplacer par des trajets, notamment en vélo à assistance électrique. Alors, pas quand il pleut, comme ce matin, en plein hiver, mais dans les périodes où sans doute c'est plus agréable de faire du vélo. Et donc cet engagement a été pris avec une enveloppe budgétaire de 3 millions d'euros qui nous permet de faire des dizaines et des dizaines de kilomètres de pistes cyclables. Et donc des négociations sont en cours avec chaque intercommunalité. S'il y a des maires qui m'écoutent ou des présidents d'intercommunalité, ils le savent, pour déterminer quels sont les tronçons prioritaires. Et lorsqu'on s'est mis d'accord avec une intercommunalité et qu'objectivement ça se justifie parce que le vélo pourra remplacer une voiture, eh bien nous prendrons en charge 100% des dépenses, des acquisitions du terrain, le plus faible possible pour ne pas prendre trop d'espace agricole. Nous réaliserons les travaux et nous entretiendrons ces voies cyclables. Voilà l'engagement que nous avons pris. Donc rendez-vous, Théo, dans quelques années, puisque faire des travaux, ça demande un petit peu de temps. Et j'espère que vous pourrez circuler d'une façon moins dangereuse sur certaines routes départementales. André, l'espace Mayenne est magnifique, bravo. Est-ce que ça marche? Ça marche au-delà de nos espérances. Ça marche au-delà de nos espérances. D'abord, le conseil départemental est fier, comme le sont les Mayennais de cet équipement. Et je n'arrête pas de croiser des Mayennais qui me disent merci, comme vous venez de le faire, parce que on se dit mais comment on faisait avant sans cet équipement? On voit aujourd'hui que la dimension sportive fonctionne du tonnerre. 3500 personnes à assister au futsal à chaque fois qu'il y a un match, alors qu'il y en avait 300 dans un gymnase étriqué la saison passée. Le futsal ne connaîtrait pas la réussite qu'il a aujourd'hui s'il n'y avait pas Espace Mayenne. Les gens le disent à chaque fois que je les croise. Je ne parle pas du basket, qui fait salle comble, 1000 personnes, c'est dans une autre salle, 1000 personnes à chaque match. Et le basket est très heureux, bien évidemment. Je n'ose pas parler de l'escalade, qui grâce au mur international, 44 mètres de long, 17 mètres de haut, va permettre d'accueillir des équipes dans des compétitions pré-olympiques, mais aussi accueille 10 à 15 fois par mois des entraînements le soir de Mayennais qui peuvent s'entraîner. Donc sur le plan sportif, ça fonctionne très bien. Sur le plan culturel, moi je suis épaté. Pouvoir accueillir Maître Gims, pouvoir accueillir Patrick Bruel, pouvoir accueillir, ça a été le cas, un ballet comme le Lac des Cygnes il y a quelques semaines, ou encore Julien Clerc il y a quelques jours, Lavilliers bientôt, j'espère d'autres artistes, et de faire salle comble, 4000 personnes pour Gims, pour Bruel près de 3000 personnes, salle comble à chaque fois. Donc ça marche, ça évite aux Mayennais d'aller à Rennes, d'aller au Mans, d'aller à Angers, et puis surtout, ça nous permet d'accueillir des gens de l'extérieur, qui viennent aussi des autres départements, parce que la programmation leur plaît, parce que la salle est de qualité, l'acoustique est excellente. Pour vous dire, on avait il y a quelques jours la présence d'un des plus grands producteurs d'artistes français, dont le prénom est Richard, je ne vais pas citer son nom, mais il produit la plupart des grands artistes français, et il produisait le malheureux Johnny Hallyday qui nous a quittés, qui est venu avec ses techniciens. 5 minutes après, ils nous ont dit chapeau, ça roule, on est venu et on viendra. On l'a testé, mais on l'a testé aussi complètement. Et donc je suis sûr que dans les mois et les années qui viennent, on continuera à accueillir des spectacles de qualité et dans la diversité de la programmation culturelle que prend en charge le directeur et qu'il assure très bien et avec une gestion très performante. Et puis la troisième dimension, c'est une dimension événementielle. Dans quelques jours, vous aurez Laval Virtual qui, pour la deuxième fois, accueillera des dizaines de milliers de visiteurs venus du monde entier. Il y a eu des salons. Alors je n'étais pas là ce week-end, mais on m'a rapporté le salon de l'habitat, où il y a eu 16 000 personnes à venir. Je sais que certains ont dû faire demi-tour, ne trouvant pas de place. C'est le petit point qui nous reste à améliorer et on y travaille en prévoyant un passage inférieur sous le giratoire
voilà, qu'on appelle l'octroi, hein, qui est quelquefois appelé Buffalo Day, et qui permettra d'utiliser les parkings qui sont à proximité. Mais 16 000 personnes, voilà, c'est un succès réel. Quand les gens viennent, ils reviennent, et les organisateurs voilà, reprennent des nouvelles dates pour l'année suivante, donc on s'en réjouit. Sandrine, merci au conseil départemental d'être à nos côtés depuis le début de la crise Covid, notamment grâce aux masques que vous avez distribués au tout début. C'est vrai, Sandrine a raison, on oublie, mais le 8 mai 2020, grâce à 6 000 volontaires, tous les foyers mayennais ont pu être équipés d'un masque. Ça nous paraît banal aujourd'hui d'avoir un masque, on le jette facilement, mais c'était une denrée rare à l'époque, personne n'en avait, et ça a été une forme de liberté pour un très grand nombre de nos concitoyens. Pensez-vous que l'épidémie est bientôt finie? Le hasard de l'échange fait que, il y a quelques minutes, j'étais dans un webinaire, comme on dit aujourd'hui, un échange sur web, avec notamment l'ancien directeur général de l'ARS d'Île-de-France, M. Rousseau, hein, qu'on a beaucoup vu dans les antennes sur les journaux télévisés, qui ne me semblait pas très optimiste. Quand je vois que le taux d'incidence est encore supérieur à 1200 en Mayenne, je pense que ce n'est pas terminé, qu'on a des virus qui mutent, et je pense que si vous avez des masques, peut-être qu'il faut les conserver. Vous avez vu que le ministre de la Santé vient d'indiquer que pour les plus de 60 ans, 6 mois après la dernière injection, une 4e injection sera autorisée et sera encouragée. Donc je crains qu'il faille encore être prudent et qu'on n'est malheureusement pas sorti de cette histoire. Didier, qu'est-ce que vous comptez faire pour aider les communes rurales du département à se développer, avoir des commerces, des écoles, des médecins? J'ai entendu parler des contrats de territoire, c'est quoi? Alors d'abord, on est attentif au conseil départemental à ce que le développement se fasse sur tout le territoire de la Mayenne, pour qu'il n'y ait pas de territoire oublié. On a des champs de compétences. Sur les commerces, nous n'avons pas le droit d'intervenir. Sur l'école, nous n'avons pas le droit d'intervenir, hein, c'est le champ de l'éducation nationale. Sur les médecins, j'en ai dit un mot, on s'est mobilisé. Mais là où on peut intervenir, c'est sur le logement. C'est sur les aménagements qui peuvent redynamiser un centre-ville. Par l'intérieur de la Caisse des dépôts et consignations, nous contribuons à l'avancée des 15 petites villes de demain. Et grâce au contrat de territoire, eh bien, nous finançons les projets des communes et des intercommunalités. Ces contrats de territoire, dans le mandat qui s'est achevé il y a quelques mois, c'était 100 millions d'euros pour l'ensemble des communes et intercommunalités de la Mayenne. 100 millions d'euros qui ont permis de réaliser beaucoup d'aménagements qui n'étaient pas de notre responsabilité, donc pas les routes par exemple, hein, mais notamment des city parks. Il y a eu beaucoup d'aménagements dans les gymnases, dans les équipements sportifs, des aménagements quelquefois dans le centre-bourg, urbain cette fois-ci, culturel, bref, tout ce qui peut améliorer la vie de nos concitoyens. Donc ces contrats de territoire, ils comportent des enveloppes libres, c'est le territoire qui choisit ce sur quoi il veut flécher son enveloppe financière, et puis il y a des enveloppes fermées qui sont sur des budgets particuliers. Par exemple, nous avions mis un budget particulier en place sur les terrains synthétiques de football. Eh bien, grâce à ça, il y aura 10 nouveaux terrains synthétiques en Mayenne, parce qu'on était très en retard. Je rappelle que les terrains synthétiques de football, c'est surtout pour permettre l'entraînement des enfants, et que les équipes puissent éventuellement le samedi et le dimanche jouer, mais surtout que les entraînements puissent avoir lieu dans la semaine, quand il pleut, et ça arrive en Mayenne. Ça, c'était Didier. Maréchal, a-t-on fait un pas pour la désertification des médecins? On a fait un pas, mais le webinaire dont je parlais tout à l'heure, il était organisé sur ces sujets. Et les spécialistes commencent à dire que ce n'est pas 2030, mais 2035, dans lequel on devrait retrouver une situation normale. Et donc, avant 2035, il nous faut nous mobiliser, comme on l'a fait à l'occasion des États généraux de la santé, pour qu'au moins on puisse donner du temps médical supplémentaire aux médecins par des délégations de tâches et tenter d'améliorer les choses. Je rappelle qu'on est dans la moyenne nationale, mais 10 Mayennais sur 100, 1 Mayennais sur 10 qui n'a pas de médecin traitant, ce n'est pas acceptable. JPM, bonjour Monsieur Richefou, notre département est toujours à la recherche de médecins et en tant qu'Évronnais et élu, je connais le problème, peut-être qu'en attendant l'arrivée des nouveaux médecins généralistes, pourrions-nous installer des postes de télémédecine pour soulager les médecins qui sont surbookés. Alors d'abord, l'initiative qu'a pris le conseil départemental
il y a 4 ans maintenant, à Laval, c'était de mettre en place un centre de proximité qui s'est appelé Henri Dunant, du lieu où il est installé, dans le quartier d'Illard, où on a fait travailler des médecins retraités jeunes et des étudiants internes, prêts à s'installer comme médecins. Ça a permis d'injecter, si vous me permettez l'expression, près de l'équivalent de 3 médecins généralistes supplémentaires sur le territoire. Et nous venons, avec Laval Agglomération et surtout avec l'Ordre des médecins, que je remercie pour son implication, de faire la même chose depuis le 4 avril, sur le secteur du Genèt-Saint-Île, de Port-Briet, de Saint-Pierre-la-Cour, hein, sur tout ce secteur-là, de l'ancien Pays Loiron. Le même dispositif s'est mis en place avec même des médecins salariés, qui sont salariés de ce centre de santé et qui vont permettre de redonner l'équivalent de 4 à 5 présences médicales. Donc vous voyez que les choses bougent. La télémédecine fait partie des solutions. Elle nécessite un accompagnement. Il y a aujourd'hui des cabines de télémédecine dans les pharmacies, mais ça suppose là aussi qu'il y ait des personnes qui accompagnent. Et il y a tout un travail qui est mis en œuvre par l'Ordre des médecins pour diffuser ces pratiques. Notamment, nous, on y est attentifs dans les EHPAD. On a équipé tous les EHPAD de la Mayenne de tablettes permettant de faire justement de la téléconsultation. Donc, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas la seule voie d'avenir, mais c'est un outil qu'il faut savoir intégrer. Et je suis sûr que dans le pays d'Évron, on saura l'intégrer. Science Lavoisier, quelles alternatives ont les communes qui souhaitent garder leur régie des services liés à l'eau et qui ne souhaitent pas une gestion au niveau de l'intercommunalité? Question très technique. La loi, je crois, en 2026, va le rendre obligatoire, mais déjà la Mayenne s'est organisée. Rien n'empêche une intercommunalité de redéléguer à une commune cette gestion. Mais je pense vraiment que l'histoire, elle s'inscrit sur les questions d'eau, autour des syndicats d'eau, des bassins versants des rivières. Et je pense que c'est un domaine dans lequel il faut accepter le travail en commun. Ce travail en commun, il a évolué. Il y a eu des fusions de syndicats d'eau, des syndicats d'eau qui fonctionnent bien. Il y a des départements qui ont des syndicats départementaux. C'est pas le choix de la Mayenne. Ils font confiance aux acteurs locaux. Et moi, je laisse ces acteurs locaux s'organiser dans le périmètre où ils le souhaitent. En tout cas, nous avons une agence technique départementale de l'eau qui est reconnue comme une structure qui a les compétences et qui est utilisée par tous les acteurs de l'eau en Mayenne. Fabienne Asli a effectué une demande de contact. Je suis surveillante de nuit dans les foyers du 8 mai de la Masure à Château-Gontier, qui sont des foyers pour adultes en situation de handicap. Mes collègues surveillants de nuit, maîtresses de maison et agents techniques et administratifs se joignent à moi pour la rédaction de ce message. Suite à la conférence des métiers du médico-social, il apparaît que nous restons les oubliés de cette revalorisation et notamment la prime de 183 €. Pourtant, nous surveillons de nuit, notre travail consiste à veiller au bien-être des résidents en pratiquant des soins d'hygiène et en donnant des médicaments, en organisant de petits événements ou les accompagnant lors de leur sortie. Nous effectuons donc des tâches comme nos collègues qui, eux, vont bénéficier de cette prime. Nous sommes les plus bas salaires et en agissant ainsi, nous sommes encore mis de côté. Notre époque prône l'inclusion, pour nous, c'est plutôt l'exclusion. N'aurons-nous jamais de reconnaissance? C'est dommage, car travaillant de nuit, nos heures ne sont pas payées en heures de nuit du fait de la Convention 66, c'est un peu technique, ce qui entraîne une difficulté pour trouver des remplaçants recrutés en CDI, car effectivement le salaire est peu attractif pour un travail de nuit, ça n'attire pas. Nous sollicitons de votre part un soutien concernant nos revendications auprès de M. Jean Castex, le Premier ministre. Merci de l'attention portée à ce message. Fabienne Asli. Fabienne a été entendue. Fabienne a été entendue parce que le Ségur, c'était bien, mais on a eu les oubliés du Ségur, puis les oubliés des oubliés, et on a encore les oubliés des oubliés des oubliés. Il y a eu au mois de février une conférence sociale qui a été organisée entre l'Assemblée des départements de France, qui regroupe tous les départements, et le Premier ministre, et un texte fondateur a été créé pour que justement on puisse étendre à nouveau à une nouvelle couche de population, si vous me permettez l'expression, c'est 183 €. Et les personnels qui dépendent d'associations comme vous, puisque le foyer de la Masure est géré par une association importante du département qui prend en charge plus de 200 situations d'adultes en situation de handicap, les personnels vont pouvoir bénéficier de ce dispositif. Je pense que ça sera sans doute au 1er juillet, vraisemblablement. Les textes sont en cours d'être finalisés, mais en tout cas, nous nous sommes mis d'accord avec le Premier ministre et bien sûr, le Conseil départemental y contribuera à hauteur de 50% des montants. Donc,
nous allons contribuer à ces revalorisations. Jean-Yves Delors écrit « J'ai souvenir que lorsque le Stade Lavallois était en seconde division, et davantage encore lorsqu'il était en première division, il a permis à beaucoup de Français de mieux situer et connaître Laval. Si le Stade accède l'an prochain à la deuxième division, en attendant mieux plus tard, il est optimiste, le conseil départemental est-il prêt à faire un effort financier pour le soutenir et à quelle hauteur ?» Alors Jean-Yves, que je crois connaître, est un supporter de longue date du Stade Lavallois, comme je le suis et comme beaucoup de Mayennais le sont. Et on ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais on y croit à cette remontée en Ligue 2. Quand on a 8 points d'avance sur le troisième, ça doit passer, mais ne vendons pas la peau de l'ours, comme on dit, avant de l'avoir tué. Et donc le conseil départemental s'engagera bien sûr, comme il le pourra, pour accompagner. Mais je veux faire observer à Jean-Yves que quand le club est descendu de Ligue 2 en National, nous n'avons pas molli. Et nous avons conservé le même niveau de subvention pour accompagner le club, et ça depuis plusieurs années, et favoriser sa remontée. Et donc notre effort ne pourra pas être exceptionnel. Nous avons déjà maintenu cet effort. Il est de l'ordre de 260 000 € par an environ, à la fois sur un budget de soutien au club et puis indirectement d'achat de places, voilà, ce qui revient un peu au même. Et ça nous permet à nous de faire bénéficier plus de 40 000 Mayennais par an de places qui sont distribuées gratuitement dans chaque canton pour que, effectivement, les Mayennais puissent aller supporter leur équipe favorite. Donc oui, on accompagnera. On l'a déjà fait il y a 2 ans en demandant au stade de porter notre marque de territoire. On l'a fait porter fièrement sur le bateau, mais on l'a fait aussi porter par le basket. On l'a fait aussi porter par le futsal. Mais on l'a fait aussi porter par le Stade Lavallois, qui bénéficie à ce titre d'une enveloppe supplémentaire attractivité et qui porte fièrement la marque Mayenne et le M sur le short, quand on est attentif, et sur le bas du maillot. Donc oui, on sera attentif au Stade Lavallois, car effectivement, ça permet de mieux connaître l'ensemble, pour l'ensemble des Français, notre département et surtout notre ville. Alors, j'ai 3 autres questions qui sont arrivées. La première de Cécile Rose, on va essayer de les traiter, même si on dépasse un tout petit peu, mais comme on a commencé un peu en retard, je vais y aller. Bonjour Monsieur Richefou, des actions fortes sont-elles prévues en matière de protection de l'enfance? Si oui, quels sont les grands axes? Merci d'avance pour vos réponses. Alors, c'est trop tôt pour répondre à Cécile Rose, parce qu'elle doit le savoir. Souvent, les questions sont posées par des personnes qui font partie du secteur d'activité dans lequel elles sont. On a un schéma des solidarités et de l'autonomie qui est en cours de rédaction, qui associe tous les acteurs et donc qui va permettre, après avoir fait un état des lieux, de déterminer d'une façon collective, avec tous les acteurs, avec tous les professionnels, quelles sont les mesures qui sont à mettre en place au niveau de la protection de l'enfance. Pas plus tard que ce matin, j'avais d'ailleurs avec Julie Ducoing et avec Sandrine, qui sont les 2 élus en charge de ce dossier, une réunion de travail. Donc le dossier avance, il fera l'objet d'un vote en session au conseil départemental du mois de juin, ce schéma, une fois qu'il aura été finalisé par tous les acteurs, et on est au trait de plume en ce moment, puisqu'on est quand même assez proche du mois de juin. Et donc dès le mois de juillet, des actions concrètes seront mises en œuvre, mais il ne serait pas raisonnable que je vous dise aujourd'hui ce qui va se faire alors que le travail de concertation n'a pas encore eu lieu. Donc voilà, un peu de patience, mais je pense que vous aurez des raisons de vous réjouir. Une question de Fabrice Dillin. Saint-Germain-le-Fouillou changé, trop dangereux pour faire du vélo. Une piste cyclable Saint-Germain-le-Fouillou, Saint-Jean-sur-Mayenne serait bien. Alors, je suis un peu ennuyé parce que c'est le canton dont je suis élu. Le canton dont je suis élu, qui est le canton de Saint-Berthevin, il couvre Saint-Berthevin, Changé, Saint-Jean-sur-Mayenne et Saint-Germain-le-Fouillou. Et c'est pas moi qui décide de là où les pistes cyclables sont utiles. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la priorité des pistes cyclables, c'est pas pour le loisir. Et je suis d'accord que de Saint-Germain-le-Fouillou, en tout cas à Changé, c'est un peu vallonné et que ça peut être un peu dangereux. Le premier pas qui va être fait, parce qu'il a celui-ci été demandé par Laval Agglomération et que les éléments objectifs sont réunis, c'est entre Changé et Saint-Jean-sur-Mayenne.
parce qu'il a été déterminé qu'il y avait un flux de véhicules qui pouvaient être remplacés par des vélos, le chemin de l'âge n'étant pas adapté à des liaisons pour le travail, parce qu'on est dans des tenues quasiment de travail, et ça ne vous a pas échappé que le chemin de l'âge, il y a quelquefois un peu de sable et des tenues qui peuvent être un peu abîmées. Et donc, ce trajet-là va déjà être fait. Si ensuite il est choisi par la Val Agglomération et si il est déterminé qu'il y a un flux entre Saint-Jean-sur-Mayenne et Saint-Germain-le-Fouilloux suffisant pour qu'il y ait une piste cyclable, eh bien, il y aura une piste cyclable séparée de la chaussée. J'observe qu'il y a aussi le giratoire de l'Annerie, qui reste un point difficile à régler entre Saint-Jean et Saint-Germain-le-Fouilloux, pour les voitures notamment, mais si c'est aménagé, il faudra en tout cas en profiter pour penser au vélo. Un commentaire de Florence Hospital du Four. J'ai oublié de poser ma question. Merci, Monsieur le Président, pour ce moment. Une très belle initiative. Bon, je pense qu'elle aura l'occasion sans doute de poser sa question la prochaine fois. Et puis, Rob, Monsieur le Président, à quelques jours du premier tour, pouvez-vous nous éclairer sur votre choix? Non, je ne répondrai pas positivement à cette question. Le vote en France a l'avantage, et je crois que c'est important, a l'avantage d'être anonyme. C'est une grande victoire, vous savez, de notre organisation, que ce soit obligatoire de passer par un isoloir avant de mettre un bulletin dans une enveloppe et dans l'urne. C'est une grande victoire de la démocratie. Je pense qu'elle peut aussi être obtenue par des votes par correspondance. Vous savez que je me suis engagé sur le sujet. Et donc, je ne souhaite pas rendre public mon vote. C'est un vote qui m'appartient, comme il appartient à chacun d'entre vous. Je voulais simplement vous dire, et ça sera ma conclusion, puisqu'on a légèrement dépassé même le temps prévu, que nous avons réalisé, grâce aux équipes en interne au conseil départemental et à l'équipe de communication, une petite séquence animée qui doit faire 10 secondes, qui est sur les réseaux sociaux, sur les différents réseaux sociaux du conseil départemental, et qui incite à aller voter le 10 et le 24 avril, puisqu'il y aura forcément un second tour. Et donc, le dernier message que je vous passe, c'est de grâce, allez voter, quelle que soit votre opinion, exprimez-vous. Vous savez, les conseillers départementaux comme les conseillers régionaux ont été élus avec un taux de participation extrêmement faible. Ce n'est pas un bon signal envoyé. Et nous, élus, quelle que soit notre situation, on a plutôt envie d'être élus par des gens qui s'expriment le plus nombreux possible. Donc voilà, quelle que soit votre opinion, votez le 10 avril, car moi je vais bien sûr aller voter, et puis je tiendrai un bureau de vote dans ma commune de Changé. Voilà, bonne soirée à tous, merci, et puis rendez-vous dans un mois. Bonne soirée à tous.